Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite preview de l'UFC 310 qui a lieu ce week-end. C'est une bonne carte pour finir l'année. C'est pas la carte de l'année, mais c'est une carte plutôt solide avec pas mal de combats très intéressants. Je vais pas pouvoir la regarder personnellement en live. En tout cas, je vais pas pouvoir vous faire une review dès le dimanche, peut-être le lundi, parce que avec le Glory, on a une grosse soirée ce week-end. C'est le Collision 7, la plus grosse soirée de kickboxing de l'année. Je vais essayer de vous préparer une petite vidéo dans la semaine pour vous en parler d'ailleurs. Mais donc, je serai en déplacement aux Pays-Bas, à Arnhem, et je ne pourrai pas être opérationnel et je n'aurai pas mon équipement. En général, je me balade un peu léger pour les déplacements pro. Donc peut-être une review le lundi au mieux, sinon peut-être pas de review du tout, mais voilà, on verra. Je vais commencer rapidement avec donc cette carte de l'UFC 310. Certains placements de combat sont un petit peu curieux, on va en reparler. C'est bien sûr la carte du retour de notre Français Cyril Gane, le retour très attendu. Et il y a bien sûr ce main event et ce co-main event qui font saliver tout le monde. Sur la carte préliminaire, je vais commencer rapidement avec le combat entre Luka Brzeski et Kennedy Nzechukwu. Retour rapide pour Kennedy Nzechukwu, il était sur la carte de l'UFC 308, il vient en short notice pour remplacer Talisson Teixeira qui devait faire ses débuts mais qui est blessé. Luka Brzeski, donc son adversaire, a perdu 4 de ses 5 derniers combats, il s'est fait mettre KO brutalement par Mike Parking en juillet et sincèrement, avec tout le respect bien sûr, c'est un peu le fond du fond des poids lourds de l'UFC, menton brisable, défense de lutte un peu inexistante, il arrive à mettre un peu de volume quand il arrive à installer son allonge et sa meilleure performance selon moi était contre Martin Bedet, mais il s'est fait un petit peu voler le combat par les juges. Il va toujours avoir du mal contre les mecs qui cognent dur, déjà parce qu'il a le menton fragile, mais aussi parce qu'il se protège mal quand il attaque. Ses coups sont un peu inefficaces et il a cette manie bizarre d'être complètement ouvert quand il envoie un kick. Il s'est fait avoir à cause de ça contre Parkin, il s'est fait avoir à cause de ça contre Waldo Cortés Acosta. Donc on ajoute ça avec le fait qu'il n'a aucun système défensif au sol ou contre la cage et ça nous donne pas un poids lourd bien dangereux sur le papier. Je pense personnellement qu'il va manger un KO ce week-end. Kennedy, il est massif, il a du feu dans les mains et il a l'avantage de la longe. Surtout, il est durable, il va pas se faire emmerder trop longtemps par les jabs un peu mou de Brzeski et je pense qu'il va lui rentrer dedans au bout d'un moment et le massacrer. J'attends un Brzeski qui avance, qui va essayer d'installer son style et qui va manger un crochet en contre qui va complètement l'éteindre. Je pense que c'est potentiellement son dernier combat à l'UFC d'ailleurs malheureusement. Kennedy Nzechukwu par finish dans le second round, c'est mon prono. On passe au combat entre Bryan Battle et Randy Brown, combat qui a le potentiel d'être un très bel affrontement. Bryan Battle que l'on connaît tristement on va dire puisque il sort d'une victoire contre notre Français Kevin Jousset à Paris. Il affronte Randy Brown qui flirte avec le top 15 de la catégorie depuis quelques années. Belle confrontation de style, Randy Brown il a un beau pied-point, il s'installe dans le combat, il choisit ses coups méticuleusement et je ne le qualifierais pas de combattant qui cherche à gagner au point, mais il y a un petit peu de ça quand même. Bon volume cependant, bonne sélection de coups et il profite de sa stature pour sortir des genoux qui font très mal. Je me demande d'ailleurs encore à ce jour comment Dos Santos a survécu à ce qui ressemblait au genou en contre le mieux placé de l'histoire, à l'UFC 302. Contre Brown, il faut faire attention à ne pas tomber dans son rythme, à ne pas se faire avoir par son allonge et il faut trouver la solution pour percer son système défensif en pied-point qui est très efficace. Malheureusement pour lui, selon moi, Bryan Battle, c'est un peu le genre à briser ses adversaires. Pour être complètement honnête, j'ai pas été subjugué par Battle jusque-là, mais j'ai toujours été impressionné quand même par sa ténacité et sa résilience. Je crois pas qu'il soit très propre techniquement sur les pieds, et d'ailleurs je le trouve très ouvert, et un gros puncher aurait probablement de quoi l'étaler complètement, mais Battle il a une belle façon de disséquer ses adversaires, d'encaisser ce qu'il reçoit, et de continuer sa marche en avant, qui est assez impressionnante il faut le dire. La façon avec laquelle il a forcé Kevin Jousset à s'engager dans une guerre de striking à courte distance est précisément ce qui le rend dangereux à mon sens. Tu as ce gars hyper durable qui accepte de se faire toucher parce que ça lui permet de s'installer dans sa distance préférée et de s'engager dans une guerre de dureté qu'il est assez confiant de gagner et ça c'est impressionnant visuellement. Ça montre beaucoup de confiance en lui, ça montre qu'il est capable de maintenir une belle pression sur ses adversaires et c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que je vais lui donner ma confiance pour ce combat. Randy Brown ne va pas aimer que son rythme soit perturbé, il n'a pas la puissance pour coucher Bryan selon moi et petit à petit il va céder dans le combat, il va céder du terrain jusqu'à selon moi se faire finir par Battle. Ce sera mon prono, Bryan Battle par finish dans le troisième round. On passe à un combat qui devrait vraiment être sur la carte principale, Movsar Evloev contre Aljamain Sterling. C'est fou que ce combat ne soit pas plus haut sur la carte parce que avec une belle performance, le vainqueur pourrait bien obtenir un combat de titre dans un avenir proche, mais passons. Sur le papier, peut-être pas le combat qui s'annonce le plus intense de la soirée. Evloev et Sterling ont une petite tendance au combat de rythme lent. Comme dans chaque combat entre grappleurs, il y a une chance que les deux s'annulent un peu et qu'on s'en tienne à un combat de kickboxing un peu décousu. Et c'est selon moi ce qu'on va voir ici. Je pense que Movsar est le meilleur lutteur des deux, mais Sterling
Sterling est extrêmement puissant même pour un plume et je pense qu'il peut maintenir le combat debout. D'ailleurs, ses stats de défense de takedown sont un peu tronquées par son premier combat contre Yann, mais ne vous y trompez pas, les ajustements ont été faits depuis, il vous suffit de regarder le combat contre Henry Cejudo pour le voir. Donc je pense que le combat va se dérouler debout sur un faux rythme parce que les deux vont attendre que l'autre plonge dans les jambes et j'ai pas l'impression qu'on va avoir beaucoup d'action ce week-end. Qu'on se le dise de suite, Sterling n'est pas un très bon striker, même si un peu meilleur que beaucoup de personnes le pensent parce qu'en fait il a pas été aidé déjà par le fait que sa compétition chez les coqs ce soit Petr Yan et Sean O'Malley, mais il a un style très peu orthodoxe, très décousu, il envoie un peu des trucs au pif par moment et surtout tout ce qu'il fait est en prévision d'une phase de grappling. Il ne prévoit jamais de gagner un combat sur les pieds, ça n'existe presque pas chez lui. Movsar, c'est pas un très bon striker non plus, mais je le trouve plus volontaire sur les pieds, plus prêt à s'engager et plus prêt à marquer des points. Parfois ça lui retombe un petit peu dessus, comme contre Diego Lopez ou Arnold Allen, où il a eu 2-3 moments un petit peu chauds, mais étrangement, j'ai du mal à imaginer Sterling capable de punir les erreurs d'Evloev. C'est un combat un peu dur à pronostiquer, parce que Sterling a toujours cette faculté à se sortir des situations difficiles, mais je vais pronostiquer une victoire d'Evloev à la décision, capable de marquer plus de points sur les pieds selon moi, et s'il y en a un qui peut amener l'autre au sol dans ce combat, je pense que ce sera plutôt lui. Evloev, décision. On passe à un combat qui n'a rien à faire sur la carte principale de la soirée, ils auraient peut-être pu inverser les deux d'ailleurs. Bryce Mitchell contre Kron Gracie. Bizarre que Kron ait droit à ce combat, bizarre que ce soit sur la carte principale, mais bon, les deux conspirationnistes de l'UFC s'affrontent, et peut-être que l'idée a fait marrer quelques personnes dans les bureaux de l'UFC d'ailleurs. Selon moi, c'est un peu évident à pronostiquer, peut-être un peu trop d'ailleurs. Kron Gracie est le meilleur jujitsuka des deux, et c'est à peu près tout, honnêtement. Il a aucune lutte, il avait montré un petit peu de qualité en pied-point, notamment contre Cub Swanson, mais bon, avec ce dernier combat contre Charles Jourdain, c'est difficile de l'imaginer se remettre à striker. Selon moi, d'ailleurs, il va de nouveau aller au sol et essayer de tirer la garde et convaincre Mitchell de venir avec lui, mais là on n'est pas à la DCC. Mitchell, il a intérêt à rester sur ses pieds, à scorer ses points. C'est pas un striker de très haut niveau non plus, mais il a montré contre Barboza et même contre Topuria qu'il était tout à fait capable de s'en sortir. Certains citeront le combat contre Emmett comme un contre-exemple, mais c'était un short notice et Emmett, il frappe comme un buffle, donc bon. Il a pris le temps nécessaire pour revenir, il doit pas laisser Kron tirer la garde et ça ira pour lui, je pense. Bryce Mitchell par décision après 3 rounds un peu soporifiques. Très étrange que ce combat soit là, très étrange que Kron ait encore sa place à l'UFC. Il est de pire en pire à chaque combat, 36 ans, une bonne performance contre Caceres, mais c'était il y a plus de 5 ans. Aucun intérêt selon moi de le garder et aucun intérêt de le faire affronter le 13e mondial, mais ça me regarde. On passe à notre français Cyril Gane contre Alexander Volkov dans une revanche très attendue. Volkov est sur une belle série, il sort d'une belle victoire contre Pavlovich, mais tout ce qui lui a servi contre Sergei est un désavantage pour lui dans ce combat selon moi. Il est moins mobile que Cyril, moins rapide que Cyril, il a une allonge plus courte et Cyril sait jouer avec son jab et avec ses kicks. Selon moi, la seule façon qu'a Volkov de remporter ce combat, c'est de le rendre brouillon et de lui faire mal avec des coups lourds, mais c'est quand même un petit peu difficile à imaginer. Volkov aime mettre du volume, c'est un très bon combattant, mais il semble que tout ce que fait Alexander, Cyril peut le faire en mieux. C'est ce qu'on a vu dans leur premier combat d'ailleurs. Chaque round était plus ou moins serré, ce n'était pas un massacre du tout, mais Cyril était simplement un peu meilleur sur chaque séquence et c'est pour ça qu'il a gagné le combat et la quasi-totalité des rounds, je crois. Sur 3 rounds et dans ce qui devrait être essentiellement un combat de kickboxing, j'ai honnêtement beaucoup de mal à voir Volkov le battre. Cyril Gane, on sait qu'il est très critiqué depuis sa défaite contre John Jones, mais d'ailleurs la critique frôle un peu parfois le manque de respect à mon goût, la ligne est fine en tout cas. C'est un striker d'élite, peut-être le meilleur de la catégorie, mais il a bien sûr une faille massive dans son style que John a pu exploiter. Dans un combat de pied-point, je ne suis pas sûr que Volkov puisse le battre, surtout en 3 rounds. Alexander, il a d'ailleurs un bon jiu-jitsu, très sous-coté, surtout pour un poids lourd, mais je ne pense pas qu'il puisse amener Cyril au sol et ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de puissance selon moi. Cyril est trop rapide, trop évasif, trop précis. Je pense qu'il va remporter le combat à la décision 30-27 et en faisant simplement un peu plus que Volkov dans chaque round. Cyril Gane, décision. On passe au co-main event, le combat le plus attendu de la carte, je pense. Shavkat Rakhmonov contre Ian Garry. Un truc assez marrant sur ce combat, on va dire, c'est que c'est fou ce que la perception d'un combattant peut faire pour impacter l'imaginaire des gens, parce que on pourrait croire que Shavkat a eu un parcours à des années-lumière de Garry, vu comment les gens en parlent, mais ils ont eu sensiblement les mêmes oppositions. D'ailleurs, j'aurais même l'audace de dire que celui des deux qui a eu des moments difficiles contre Geoff Neal, c'est pas Garry, mais c'est bien Shavkat. Enfin bref, passons. 2 combattants invaincus avec un gros potentiel, c'est pas vraiment un short notice parce que Garry devait combattre la semaine suivante, mais les deux hommes changent drastiquement de style d'adversaire, quoique d'ailleurs Garry est peut-être un peu moins, non pas parce que Buckley et Shavkat sont extrêmement similaires, mais il y a un côté bagarreur agressif chez les deux qui se ressemble si on regarde un peu de loin. C'est en 5 rounds, une première pour les deux à l'UFC. Garry lui il a déjà fait des 5 rounds au Cage Warriors, Shavkat peut-être aussi, je me rappelle plus, en tout cas il est jamais allé au bout. Sur le papier, c'est l'un des combats les plus attendus de l'année, 2 prospects invaincus au top de leur forme, qui n'ont finalement, une fois qu'on remet tout en perspective, pas tant connu la difficulté que ça. Garry il a eu des combats serrés, mais c'est aussi dû à son style.
Shavkat, lui, a fini tous ses adversaires jusque-là. Petite info quand même, il sort d'un an d'inactivité en revanche, tandis que Yan, lui, il a déjà combattu 2 fois cette année. Voilà, il faut y songer. L'activité, ça compte. Opposition de style ici, Gary est un striker plutôt patient, des bons kicks, qui sort d'un combat un peu soporifique contre MVP, mais MVP, c'est vraiment une galère à affronter sur les pieds, donc on lui pardonne aisément. Son style n'est pas très impressionnant visuellement, mais tout ce qu'il fait est juste, et c'est un contraste saisissant avec Shavkat, qui pressurise énormément ses adversaires, a pas mal de déchets dans son style, mais il finit toujours par submerger son opposition. Il sait qu'il a de la puissance dans les mains, il sait qu'il est extrêmement résistant, et c'est un peu ce que je disais pour Bryan Battle, à un niveau beaucoup moins élevé bien sûr, mais il se fait confiance et il combat parfois pas très intelligemment. Ce qui lui importe, c'est uniquement le résultat. Je vais le dire de suite, je vais pronostiquer une victoire de Shavkat, mais il y a quelques points qui m'inquiètent. Déjà, le cardio. C'est un 5 rounds, et même s'il a fini par trouver le finish, Shavkat, je l'avais trouvé très emprunté contre Geoff Neal dans le 3e. Alors oui, il va pas approcher un 5 rounds de la même manière qu'il le ferait avec un 3 rounds, mais Yan Gary, du fait de son style de combat, il m'apparaît souvent frais même quand les combats s'éternisent. Ensuite, Shavkat, quand il décide de passer en mode offensif et de chasser ses adversaires, il se fait pas mal toucher, je le trouve pas très efficace sur ses entrées en lutte, il finit toujours par finaliser globalement du fait de sa supériorité physique, mais je le trouve pas toujours si saillant que ça. J'ai peur du travail de kick au mollet de Gary, j'ai un peu peur de ses contres aussi, mais je fais un peu le choix de l'agressivité, je fais presque le choix de l'aura finalement. Peut-être que ça aura raison de moi d'ailleurs, mais bon. Shavkat et Gary se connaissent, bonne info à avoir. Les coachs de Shavkat d'ailleurs, ils connaissent Gary par cœur puisqu'ils sont entraînés ensemble, et Shavkat est toujours avec les mêmes entraîneurs là où Gary est parti. Même si il est rapide sur les pieds, qu'il a des bons déplacements, je vois un monde où il peut tomber face à l'impression de Shavkat. Je vois une victoire pour Rakhmonov dans le 2e round, mais attention, plus le combat va durer, plus selon moi ça tourne à l'avantage de Gary. Et s'il parvient à temporiser la pression, à installer son style, à faire bouger Rakhmonov et à faire ses points, ça peut être une très très longue soirée pour le Kazakh. On passe au combat principal entre Alexandre Pantoja et Kaya Sukara. Combat un peu trop éclipsé à mon goût, comme d'habitude un peu avec les poids mouches malheureusement. L'accent n'est pas mis sur eux, mais bon. Kaya Sakura, c'est un vent d'air frais pour la division, combattant extrêmement divertissant qui nous vient du Rising. Il n'a pas combattu en 57 kg depuis 2017 en revanche, donc il va falloir voir s'il est toujours capable de descendre, c'est ma petite inquiétude à titre personnel, mais s'il fait le poids, on devrait assister à un super combat. Si je peux vous résumer Kaya Sukara en quelques mots, bonne défense de takedown, striking très dynamique et fluide, c'est très dur de cadrer ce mec, à part si vous êtes le roi Manel Cap bien sûr, mais le style de Kai va ravir les fans je pense, très évasif, il bouge tout le temps, il pique, il fait des guerres, il a vraiment un bon style pour l'UFC et pour le public américain. Maintenant, il y a quelques soucis pour lui selon moi, déjà le poids j'en ai déjà parlé, mais plutôt il va devoir cut et ça fait longtemps, j'ai peur à titre personnel que ça affecte son cardio et sa mobilité. Ensuite, le passage du ring à l'octogone, c'est compliqué pour beaucoup de gars. Être collé contre la cage ou contre des cordes, c'est pas la même chose. Et j'ai toujours le sentiment, peut-être à tort, mais que ça affecte les mecs et que ça brouille un peu leurs repères. Pantoja, de son côté, plus besoin de le présenter. Le chien fou de l'UFC, jamais hors d'un combat. Il n'arrête jamais de se battre, inlassable, acharné. La seule façon de le dire, c'est qu'il a la grinta, ce mec, il n'y a pas d'autre façon de le qualifier. Il va chercher ses takedowns, il va chercher son temps de contrôle, il va à la guerre sur les pieds et il se retrouve dans énormément de combats serrés. Et il y a même quelques décisions qui sont un petit peu contestables, mais il mérite totalement d'être là où il est et je pense qu'il va remporter un nouveau combat ce week-end. Il a un excellent menton, il a déjà affronté des strikers explosifs dans le même style qu'Asakura. Il peut encaisser la puissance du japonais, surtout, et ça c'est mon grand point, surtout chez les poids mouches, il a l'habitude des 25 minutes. Asakura, pas du tout. Plus le temps va s'égrener, plus ce qui semble être un avantage de puissance et d'explosivité sur les pieds pour Asakura va doucement disparaître à mon sens, et je pense que Pantoja aura totalement le contrôle du combat à ce moment-là. Kai est très bon, excellent même, mais c'est difficile de le plonger directement dans un combat de ce calibre selon moi. Stylistiquement, j'aurais adoré qu'il affronte Kai Kara-France dans un 3 rounds ou même Brandon Moreno, mais bon, Pantoja, je pense qu'il va remporter ce combat par décision à l'usure, mais Asakura va montrer de belles promesses et je pense qu'on le reverra meilleur dans le temps. Voilà pour la preview de cette UFC 310. Comme j'ai dit dans l'intro, je vais pas pouvoir regarder en live, donc je vais faire du rattrapage le lendemain. Je vais essayer de vous caler une petite vidéo sur notre événement du Glory de cette semaine dans la semaine, et en tout cas voilà, nous on se reparle bientôt. Salut tout le monde et prenez soin de vous. Salut.